Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs d'Alafia TV. Vous êtes à la bonne adresse, Alafia Hebdo, Canal Plus 235 sur Alafia TV. Alors ce soir, dans ce numéro d'Alafia Hebdo, nous allons essentiellement parler des assises nationales, des rapports annuels de 2019 et de 2020 de l'OCLEI, l'Office central de la lutte contre, en tout cas, de l'enrichissement illicite. Nous allons également parler de la situation sécuritaire à l'intérieur du pays. Nous recevons sur ce plateau M. Sidi Touré. Sidi Touré est le secrétaire à la communication du parti Parena. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, je vous remercie. Moi aussi. Nous avons également sur ce plateau M. Moussa Madani Guindo. Il est le vice-président de la jeunesse du parti ADP Maliba. Merci Moussa d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Nous avons également sur ce plateau Al-Mahdi Sissé, qui est le coordinateur de Songwe Shawarabato. Merci Al-Mahdi d'avoir accepté notre invitation. Merci à la vie. Nous avons ensuite comme invité Modibo Sanogo, qui est le président du mouvement Mali Renaissance, qui est un mouvement politique. Oui. Merci. Merci. Nous allons donc commencer ce débat avec cette actualité qui nous vient du parti Parena, qui a fait un communiqué publié à la date du 12 octobre 2021. Le Parena invite les autorités de la transition d'abandonner le projet d'assises nationales de la refondation. Alors, M. Sidi Touré, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui motive cette demande-là? Je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs de Alafia TV. Pour nous, au Parena, les assises sont inopportunes. Les assises divisent le peuple malien. Or, nous sommes à un moment critique de l'histoire de notre pays où on a besoin de rassemblement, de cohésion. Raison pour laquelle nous avons fait signifier aux autorités de renoncer aux assises nationales de la refondation pour faire face aux sujets graves du moment, notamment la restauration de la sécurité et le retour à la légalité constitutionnelle. Donc pour nous, ces assises, dans un premier temps, sont des moyens pour les autorités afin de prolonger la transition. Et deuxièmement, les autorités disent qu'elles ont la volonté de réduire le train de vie de l'État et on va à peu près mettre 2 milliards sur la table pour organiser les assises alors que le pays a d'autres priorités, comme par exemple la sécurité, comme par exemple l'éducation et comme par exemple la situation des déplacés internes. Donc pour nous, il faut travailler pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait le rassemblement, pour que tous les fils du pays parlent le même langage, afin qu'on puisse sauver notre pays. Pour nous, il y a eu le dialogue national inclusif qui a fait un diagnostic sans complaisance de tous les problèmes majeurs de ce pays-là. Nous demandons simplement aux autorités de mettre en application ces résolutions-là et d'utiliser l'argent pour les assises nationales afin justement de résoudre quand même d'autres questions. Voilà. Alors, merci beaucoup. Moussa Madani Guindo, oui. Est-ce que vous partagez le point de vue du Parena quant à l'abandon du projet d'assises nationales de la refondation? Je dirais que je partage à moitié l'avis du Parena. À mon humble avis, l'organisation de ces assises-là aura un caractère redondant parce que déjà nous avions un dialogue national inclusif qui s'est tenu, qui, je dirais, a déjà eu un certain nombre d'inclusivité. Et ma crainte par rapport à cette situation est que les assises ne puissent pas bénéficier de cette inclusivité. Donc, parce que votre préoccupation ne répond pas. Peut-être que vous dites la même chose. Oui. Ibrahim Kassamega, par exemple, a évidemment dit qu'il y a eu des conclusions lors des dialogues nationaux inclusifs et les concertations passées. Il y a eu des conclusions sur lesquelles les gens se sont en tout cas mis d'accord, mais que ce ne serait pas ex nihilo, quoi. Ils vont prendre en compte toutes ces conclusions-là. Au fait, en principe, c'est comme ça que ça devrait se passer.
Mais nous disposons aujourd'hui d'un contexte politique hors pair, qui est sans précédent. Donc, emmener les mêmes hommes politiques de divers bords politiques avec d'autres analyses, surtout il y a un sentiment de moi, j'ai la possibilité de tout faire qui se reflète chez nos leaders politiques. Les associer tous ensemble dans une salle pour pouvoir décider encore pour le Mali, je dirais que ce serait une assise de trop en cette période-là. Je pense qu'on peut sursoir à ces assises-là pour le moment. Et faire quoi? Et attendre d'abord. Nous avons le dialogue. Attendre comment? Attendre, mettre en place d'abord. Non, nous allons faire quelque chose. Déjà, il y a les résolutions du dialogue qui sont là. D'abord, la première... Il faut aller vers l'application des résolutions. Pas seulement l'application, il faut un préalable. Bien avant de mettre d'abord... C'est quoi ce préalable? Ce préalable-là, c'est de réunir encore les hommes politiques. C'est de réunir les fils et les filles de ce pays-là. C'est ce qui est... Cette assise ne va pas permettre de le faire. Comment? Parce que les gens sont déjà divisés par rapport à la situation. L'exemple parfait est que le parrainage, qui était l'un des principaux organisateurs du dialogue national du DENI, ne veut pas participer aux assises. On a vu que Ibrahim Kassa est dans une démarche quand même d'aller vers ces groupements politiques. La démarche d'Ibrahim Kassa est noble, elle est à encourager, mais j'ai de forts doutes que ça puisse donner un résultat. Okay. Merci beaucoup. Alors, Mahdi Cissé, les assises nationales pour les autorités de la transition, elles sont fondamentales, elles sont importantes pour avancer. Est-ce que vous êtes du même avis? Je vous remercie pour cette question assez importante. J'ai écouté mes co-débatteurs qui en ont parlé, je respecte leur point de vue, mais pour nous, les assises, c'est une opportunité inouïe. Pour deux raisons. 61 ans après, on semble être à la case de départ. Et souvent, on fait le parallèle ou bien une comparaison avec le DENI, le dialogue national inclusif. Il faut rappeler le contexte dans lequel le DENI a été fait. Il y avait une pression sociale. Le pouvoir de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, a juste fait pour apaiser et non, il n'y avait pas une volonté réelle pour appliquer ou bien de changement. La preuve, c'est que le dernier jour, j'avais participé au DENI, le dernier jour, tous ceux qui étaient là-bas ont été surpris de la volte-face du président de la République qui disait qu'il va prendre soin de prendre une commission d'experts pour plancher encore sur des questions, sur des résolutions qui étaient censées être souveraines. Il devait y avoir un comité de suivi qui n'a jamais eu lieu. Toutes les recommandations qui avaient été faites n'ont jamais eu d'application. L'époque du DENI et l'époque d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Les politiques qui sont dans la raison, nous, je parle en tant que société civile. Qu'est-ce qui ne marche pas? Le format Mali, le disque dur Mali, il faut le formater. 3 coups d'État en 12 ans, c'est trop. De 30 ans d'exercice démocratique, la légalité, oui. Mais est-ce qu'il y aurait un président qui a eu autant de mandats québécois en 2013? 77%, même les malades sont sortis voter. Et là, on est encore revenu par derrière. Ça veut dire que quelque part, il y a des problèmes au niveau de l'État, au niveau de nos citoyens. Est-ce qu'une rencontre de trop pour parler de notre devenir et de l'avenir, c'est plus pour nous, en tant que citoyens, société civile, et en tant que communauté sédentaire, rarement on a été autant impliqué parce qu'on veut se faire impliquer. Aujourd'hui, il faut comprendre que le Mali n'existe pas. Parce que si nous prenons aujourd'hui les gens de Farabougou, de Nyono, Gao Tombouctou, n'en parlons pas. Au moment où je vous parle, les banques peinent à payer les gens depuis 2 mois parce qu'il n'y a pas de réseau à Tombouctou et à Gao. On est revenu 20 ans en recul. Rien ne marche. Pour nous, une occasion de nous retrouver. Je ne veux pas parler de refondation, mais de revoir qu'est-ce qui ne marche pas, nous remettre en cause et baliser le terrain. L'idéal serait que ce soit assez inclusif, que ça ne laisse personne en marge. Mais nous, notre position, c'est que non seulement nous y veillons, non seulement nous la souhaitons, mais nous ne voulons pas aussi donner un chèque en blanc aux autorités de la transition pour des desseins politiques. La question pour vous répondre, la communauté de Songé Chawaraboto, dont je suis le président, nous saluons l'initiative et nous veillerons à ce que nos revendications ne seront pas dans les tiroirs. Okay. Mais nous appelons aussi les autorités de la transition à faire en sorte que tous les fils du pays y parlent parce que ce n'est pas une question de est-ce clan. Que le fait que le caractère soit exécutoire, est-ce que cela ne répond déjà pas à votre inquiétude?
Bon, là, il y a matière à en débattre. Le caractère exécutoire, pour moi, ce n'est pas un problème. Parce que, pour des raisons, si vous prenez par exemple, nous, notre législature aujourd'hui, nul n'est censé ignorer la loi, c'est une maxime qu'on a arrêtée d'où? Un pays à 98% d'analphabètes, certains ne savent même pas ce qui est inscrit dans la Constitution, on te dit que nul n'est censé ignorer la loi. Les associations, la loi qui régit les associations, pour créer une association, date de la période colon, mais ça continue d'appliquer. Maintenant, le caractère exécutoire, ça peut, mais si c'est vraiment des balises saines pour le devenir, oui. Mais si c'est juste pour des artifices politiques, non. Ok. Moribo Sanogo, quel est le point de vue de Mali Renaissance, qui est un nouveau mouvement politique? Déjà, pour moi, le déni passé, ce fut un dialogue de spectacle. Cela reste mon avis. Et nous voulons partir vers la refondation, la 4e République. Et pour la 4e République, pour que ce ne soit pas des mesures, il faut que la refondation prenne du temps. On ne peut pas bâcler, organiser quelque chose, ça doit prendre du temps. Qui dit démocratie dit principe de gouvernance avec la majorité. Vous estimez ce temps-là à combien de mois? Alors, il faut, comptons vers 18 mois à 3 ans pour la refondation. Et nous sommes... Sous la houlette du colonel Assimi Goïta. Bien évidemment, si la trajectoire qu'il suit actuellement, s'il continue sur ça, ça c'est notre façon de voir les choses. Alors je disais, qui dit démocratie dit principe de gouvernance avec la majorité. Maintenant, c'est au gouvernement de faire adhérer le maximum de partis politiques pour cette refondation. On ne doit pas le faire en laissant quelqu'un de côté. Personne ne doit se sentir délaissé. Ça, c'est ma façon de voir cette situation. Vous allez participer aux assises? Bien évidemment. Ok. Alors, je reviens pour faire un dernier tour de table concernant les assises nationales. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller vers ces assises véritablement en oubliant, en laissant de côté les élections pour faire face aux défis importants qui viennent d'être soulignés? Non, je relève déjà une contradiction dans le discours de M. Cissé. Il dit que le Mali n'existe pas. Raison pour laquelle il faut s'attaquer aux valeurs premières à sauver, notamment la sécurité et le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que le Mali ne peut pas rester permanemment dans l'illégalité. La Constitution n'est pas... Non, ce qui est sûr et certain, nous sommes dans une phase transitoire et maintenant il faut travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais cela passe par quoi? Fondamentalement, d'abord, la sécurité. Et ils disent, par exemple, le Premier ministre sur France 24 l'autre jour a clairement dit que la date des élections va être repoussée. Mais dans ce cas, on ne peut pas organiser les élections parce qu'il y a l'insécurité, c'est ce qu'a dit même le ministre des Affaires étrangères, mais on peut organiser les assises de la refondation. Là, il y a un problème, quoi. Là où on est arrivé à organiser, c'est-à-dire que les assises... Il y a des acteurs qui vont être invités à Bamako, peut-être. Même dans les régions, on va commencer d'abord par les cercles, les régions. Voilà, les gens, c'est-à-dire qu'il y aura des regroupements. Donc, si on arrive à organiser les assises, ça veut dire qu'on peut organiser aussi les élections. Donc, pour moi, la valeur des valeurs à sauver dans ce pays-là, aujourd'hui, c'est la sécurité. Et la deuxième valeur à sauver dans ce pays-là, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, pour nous, ces assises-là, ça veut dire qu'il y a un décalage, d'abord par rapport à la question sécuritaire. Deuxièmement, il y a un décalage par rapport à quoi, d'abord, la crise multidimensionnelle que traverse ce pays-là ne peut pas être traitée en un mois. Donc pour nous, il faut prendre suffisamment de temps quand même pour réfléchir sur ces questions-là. C'est peut-être lors de ces assises. Mais en un mois, pour nous, en un mois, on ne peut pas traiter une crise d'une telle gravité en un mois. Donc pour nous, les assises visent simplement à prolonger la durée de la transition. À cause du fait que c'est organisé en quelques jours, quelques semaines, c'est ça? Mais le temps pose problème. Vous souhaitez que ces assises-là soient élargies? Non, il faut détacher les assises, c'est-à-dire que de l'organisation des élections. Okay. Il ne faut pas, c'est-à-dire que les confondre. Et ce n'est pas interdit que les Maliens se retrouvent quand même pour échanger sur le sort du pays, mais pour nous, maintenant, il faut mettre l'accent sur quoi d'abord? La question sécuritaire et le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, dans notre entendement, les autorités simplement veulent se servir de ces assises-là pour prolonger la durée de la transition. Et sans compter aussi les dépenses.
on dit qu'il y a une tension de trésorerie. Et au même moment, on va jeter à peu près 2 milliards par la fenêtre, alors qu'il y a d'autres priorités. Mais puisque c'est les Maliens qui se retrouvent, est-ce que c'est par la fenêtre? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces assises-là vont diviser davantage les Maliens. Pourquoi? Or, le pays a besoin de cohésion. Les gens soupçonnent les autorités par rapport à l'organisation de ces assises-là, simplement pour prolonger la durée de la transition. Donc pour nous, au Parena, il faut faire face à l'essentiel. L'essentiel d'abord, c'est la crise sécuritaire. L'essentiel d'abord, c'est le retour à l'ordre constitutionnel parce que le pays ne peut pas rester permanemment dans la transition. Ok. Monsieur Guindo, ordre constitutionnel, question sécuritaire, deux éléments essentiels de son discours. Est-ce que vous pensez qu'on peut, croire en la bonne foi du parti Parena qui pense que ces assises-là sont là pour justement proroger le mandat de la transition, la durée de la transition? Je le rejoins, parce que c'est bien possible que ces assises-là puissent permettre au président actuellement de la transition de pouvoir durer le plus longtemps possible au pouvoir. Si c'est fait pour la refondation? Pour la refondation, ça dépend de si nous avons cette même vision de cette refondation. C'est quoi la vision d'ADP Maliba? La vision d'ADP Maliba, d'abord, c'est comme le dit notre slogan, c'est la paix, le partage et la prospérité. Il faudrait que chaque Malien puisse compter. Comme je l'ai dit, il faut une large inclusivité. Par exemple... Donc prendre le temps est-ce que nous allons pouvoir réunir tous les Maliens? Qu'on ait cette inclusivité-là, quelle que soit la durée, et comme le prétend Modibo Sanogo, il faut prendre le temps qu'il faut pour organiser ces assises-là. Justement, nous n'avons pas ce temps. Justement, nous n'avons pas ce temps. Les élections sont moins importantes que les assises. Non, les assises peuvent venir après les élections. Okay. Il n'y a aucun chronogramme qui dit que l'un ne peut pas se tenir avant l'autre. En fait, il faudrait que nous sortions de ce blocus-là. Dans certaines localités du nord et dans certaines localités du centre, on ne peut pas se tenir au moins ces ateliers préparatoires de cette assise-là. À Dinankourou, vers Bankaz, vers Bayangara, vers Sanga, vous pensez que les gens là-bas auront le temps de s'asseoir autour d'une table, sous un arbre, de discuter du Mali? Ils ne sont pas en sécurité. Ils ont peur. Ils sont inquiets pour leur vie. Je me demande dans cette condition, comment est-ce que ces gens-là qui ont une plus grande représentativité que Bamako, le Mali ne s'arrête pas à Bamako. Et ce qui est fort regrettable, ce que j'ai dit, ce que j'ai remarqué lors des ateliers de validation des TDR, il y avait plus de jeunes de Bamako que d'autres localités. Il y avait d'autres qui étaient dans des partis politiques, mais qui étaient encore venus sur d'autres colorations associatives. Il y avait des partis qui avaient 2 à 3 voix à l'intérieur de ces ateliers de validation. Pensez-vous comment est-ce que nous pouvons nous en sortir dans ces conditions-là? ADP Maliba était là-bas? ADP Maliba était là-bas avec un seul participant. Okay. Mais nous avons d'autres partis qui étaient là-bas avec d'autres participants sous d'autres colorations. Vous participez à la préparation de ces assises-là, mais vous n'êtes pas d'accord sur le... C'est là le fondement de ADP Maliba. À l'époque, nous n'avions pas... Au début, nous n'étions pas avec les dialogues inclusifs. Après, nous avons participé et nous avons même apporté des réformes. Vous savez quand même, si les résolutions sont adoptées, vous êtes comptable. Justement, nous sommes comptables. Voilà pourquoi même à l'intérieur de cette assise-là, nous décrions ce qui ne doit pas se passer. C'est ça aussi le principe de la démocratie. Il faut participer pour décrier. Mais nous avons obtenu certaines choses au niveau du dialogue national inclusif, notamment avec nos représentants de l'époque, ce qui est la représentativité jeune au niveau des instances électives et nominatives. Nous l'avons obtenu et... Lutter contre l'enrichissement illicite, une loi spéciale pour ça, nous l'avions proposé, nous l'avons obtenu. Mais au début, nous étions réticents. Aujourd'hui, nous sommes réticents parce que nous décrivons une situation par rapport à ceci. Mais cela ne veut pas dire que ça va nous empêcher de participer aux assises. Nous allons encore aller aux assises, dire que si cela se tient, si les assises se tiennent, mais si les assises ne se tiennent pas, nous allons encore applaudir, attendre le bon moment à le faire. Mais nous n'allons pas rester en marge. Le bon moment, c'est quand pour vous? Le bon moment, d'abord, c'est de sécuriser ne serait-ce que les 2 tiers du territoire, pour moi. D'accord. Almahdi, est-ce que vous avez entendu qu'il faut vraiment aller vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel, vers la sécurisation des populations locales, avant de parler de toutes ces choses? Non, je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste... réagir par rapport à mon frère Touré qui disait que dans mes propos il y a une contradiction par rapport à ce que j'avais dit, que le Mali n'existe pas et puis bon, de la tenue des assises. Pour moi, je suis d'avis avec eux que la première des priorités aujourd'hui, c'est la sécurité. Mais le retour à l'ordre constitutionnel
il faut se poser beaucoup de questions. On est certes démocrate, qu'est-ce que la démocratie nous a apporté 30 ans de pratique après? S'il faut tout laisser et partir hâtivement, sans résoudre des fondements, pour moi, il risque d'avoir des problèmes. Je ne suis pas politique, mais ce que je sais, c'est que quelque part, les politiques ont échoué. Quelque part, nous qui sommes les électeurs, nous avons échoué. La société civile a échoué. Plus de 200 partis politiques, 30 ans avec 3 coups d'État. Et on est encore la risée, pour ne pas dire... on se met en spectacle au monde. Aujourd'hui, le plus important, c'est une auto-inspection que chacun de nous doit se poser. Et c'est pourquoi nous avons adhéré. Et je veux juste profiter d'une chose, que sans attendre les assises, de plus en plus, dans chaque communauté, dans chaque région, les gens, que ce soit au niveau minimum ou en micro, se concertent. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qui sommes-nous? Comment revenir? Et ces assises-là, on était ensemble à Gao, nous on avait organisé un forum pour en débattre, pas avec les mêmes thématiques, mais à peu près sur les 4 axes, nous avons débattu 3 axes. Sécurité, développement, découpage. Et alors si on parvient à nous réunir à l'échelle nationale, parce que la difficulté qu'on a, et ce qui nous fait peur, peut-être que Touré a d'autres astuces que nous n'avons pas, si on rate cette occasion de la transition, pour nous, il n'y aurait pas de réforme réelle. Parce qu'aucun pouvoir ne va se donner une cravache pour s'auto-flageller. Les réformes nécessitent beaucoup de courage avec un pouvoir neutre. Cette équipe, comme l'autre, Soumano l'a dit, Sanoga l'a dit, pour nous, on peut leur accorder le doute. Mais c'est une équipe, ils ne seront pas aux affaires. Après les élections, ils vont organiser. Leur mérite et leur succès d'organiser une très bonne transition, de faire des réformes pour que le Mali puisse faire sa mue et rebondir de bon. Justement, par rapport à la neutralité, est-ce que le fait que ce soit un président de parti politique MPR qui se trouve à la primature, est-ce que cela ne pose pas déjà un problème pour les autres partis par rapport à l'organisation? Non, parce qu'il n'est pas venu en tant que président du MPR. Il y a eu un grand mouvement populaire, social, où tout le monde s'était retrouvé au sein du M5 RFP. Il y était à un moment donné au nom d'un groupement politique FDS. Et il a présidé le comité stratégique. Donc aujourd'hui, c'est en tant que porte-étendard de ce mouvement qu'il se retrouve et non en tant que président de certainement, mais le doute reste au niveau de ces partis-là. Si on fait ce calcul, on ne fera confiance à personne qui n'est pas politique. Tous les acteurs politiques se connaissent. Peut-être qu'il a des intentions qu'on lui reproche que nous, on ne le sait pas. Tout qu'on fait tôt ou tard, ça va savoir. Par exemple, Mokhtar Wane était neutre, on peut le dire. Non, la neutralité n'existe pas à 100% dans ces questions. Ça dépend du camp dans lequel tu es en face pour déterminer l'autre. Pour nous, qu'il soit politique, qu'il ne l'est pas, qu'il ait le courage de porter la voix du Mali, qu'il ait le courage d'amener le bateau Mali à bon port. Pour nous, c'est ça qui compte. Ok. Modibo Sanogo, oui. Vous êtes un jeune mouvement politique. Oui. Vous proposez une 4e république. Oui. Quels seront les tenants et les aboutissants de cette proposition-là? Les tenants et les aboutissants. Dans le contexte actuel d'organisation des assises, de la situation sécuritaire, voilà, du retour à l'ordre constitutionnel, tous ces éléments-là, je peux vous permettre Alors, par rapport à, disons, la première partie de la transition avec Bandao, Mokhtar Wane, nous n'avons rien vu comme jalon pour aller vers la 4e République. Et je pense que c'est pour cela que la majorité des Maliens ont accepté même le second coup d'État, on va appeler ainsi. Et pendant plusieurs années, que ce soit au moment où ATT était au pouvoir, au moment où IBK était au pouvoir, personne n'a pu toucher la Constitution. Ils ont tous voulu faire la révision constitutionnelle. Mais à chaque fois, le peuple s'est opposé par rapport à ça. Parce qu'on s'est dit qu'un président qui est là, démocratiquement élu bien évidemment, en touchant la Constitution, c'est pour faire un 3e mandat. Alors pendant un pouvoir transitoire, on sait qu'il n'y a pas de lendemain. Les révisions constitutionnelles tenues pendant la transition ne seront plutôt pas bénéfiques pour ceux qui sont en train de gérer la transition. Que le Premier ministre soit d'un parti politique, on sait que
ça n'arrangera pas son parti pour les prochaines élections. Parce que lui ne sera bien évidemment pas candidat. Alors faire les assises, aller vers une refondation pour les prochaines élections, ça donne aussi de la chance aux jeunes qui souhaitent être candidats. Ça, c'est très important. Nous avons vu que pendant ces dernières années, il y a l'argent qui fait beaucoup gagner les gens. Alors, celui qui n'a pas beaucoup de moyens, même s'il a des idées difficilement... Alors, à quoi va ressembler la 4e République? Alors, pour la 4e République, le premier point, ce sera d'abord la sécurité. La sécurité. La sécurité après la justice. Après la justice, il y a la question... Non, sur le fond, quoi, ça va ressembler à quoi? Sur le plan judiciaire, sur le plan sécuritaire? Alors, dire à quoi ça va ressembler, honnêtement, je ne suis pas acteur. Qu'est-ce qui sera nouveau que le Mali n'a pas déjà, quoi, dans cette 4e République? C'est de ne plus faire de notre président un monarque républicain. Ça, c'est très important. Il faut diminuer le pouvoir du président pour qu'il y ait plus d'équité, plus de justice. Et ça, c'est très important pour la refondation. Ok, merci beaucoup. Vous voulez réagir rapidement avant qu'on... Non, bon, moi, j'ai écouté, il dit la majorité des Maliens ont accepté le coup d'État contre Bandao et Mokhtar. Bon, je ne sais pas... Peut-être que les gens ne sont pas sortis pour dire non. Donc non, il n'a pas de baromètre pour déterminer ça. C'est ce qu'il dit, c'est une vie de l'esprit. C'est sa pensée simplement, c'est-à-dire qu'il exprime. Mais ce qui est sûr et certain, quand on est un démocrate, quand on est un républicain, la Constitution, on doit la défendre comme la prunelle de ses yeux. Parce que c'est grâce à la Constitution que la vie en communauté est régie. Sans la Constitution, ça veut dire quoi? On va basculer dans l'anarchie. Aujourd'hui, en tant que Maliens, ça veut dire que ce qui nous unit, c'est la loi fondamentale. Donc nous, au Parena, nous pensons qu'il faut travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut travailler mais on est d'accord que la Constitution, elle est toujours en vigueur. C'est clair et net. Non, c'est en vigueur, mais nous sommes quand même dans une phase transitoire. Et je pense que les démocrates ne doivent pas badiner avec une telle question. Fricoter, c'est-à-dire qu'avec le coup d'État, jusqu'à ce qu'il va nous proposer à peu près, je ne sais pas, c'est 18 mois ou combien de mois. C'est vraiment la porte ouverte à l'aventure. Donc pour nous, au Parena, il faut travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons besoin... Vous nous proposez de porter, en tout cas, de se porter candidat à future échéance électorale. C'est ça, peut-être... Oui, mais il ne peut pas... D'autant qu'il ne défend même pas la Constitution. Je ne vois même pas comment il peut être candidat. Ils ont une base... Apparemment, quand je ils sont bien implantés. Je vois en face de moi un grand défenseur du coup d'État, quoi. Non, et du régime en place. Hein? Voilà. mais je pense que vous dites que je défends... Vous dites que... apparaît comme, c'est-à-dire que le porte-parole du chômeur, quoi. Vous dites il me dit qu'il est de la société civile, mais quand je l'écoute, il me donne l'impression de quelqu'un qui est là, c'est-à-dire que pour défendre... Vous dites que... Bon, moi, je pense quand même que, en tant que démocrate, en tant que républicain, on doit être attaché aux valeurs démocratiques. Notamment, la défense de la Constitution, c'est fondamental dans une démocratie, quoi. Donc, la transition, c'est quand même une phase. Ça veut dire que dans un pays, on peut trébucher, mais il faut travailler rapidement pour sortir de cette situation-là. Nous ne vivons pas dans le même Il y a une chose qui... Nous voyons tous que la majorité est d'accord avec ce qui se passe. Je voulais apporter un point. C'est vrai que la transition doit poser les jalons de la nouvelle République. Mais il ne faudrait pas que la transition s'attarde sur ces sujets-là. Et qu'il ne faudrait pas que la transition essaie de jouer également tout le rôle démocratique d'une République légitime et légale. Les assises sont pas... Ces assises-là, il est dit que les résolutions de ces assises-là seront imposées aux prochains dirigeants. Que je sois candidat à la présidence, j'ai mon programme à moi. Pensez-vous que je vais facilement cohabiter avec les résolutions qui m'ont été données par... Je sais que je dirais une portion du peuple? Non. Ça va, alors, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est l'insécurité. Oui. On va rapidement parler de la situation, par exemple, à Nyono aujourd'hui, qui fait peur aujourd'hui, parce qu'on voit que la menace, elle fait tache d'huile. Sidi Touré, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez cette montée en puissance des groupes armés? Ouais, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans notre communiqué, on a tout le temps mis l'accent sur la cohésion, sur le rassemblement, parce que le pays est gravement malade. Et il faut que tous les fils du pays se retrouvent pour pouvoir justement juguler cette question sécuritaire-là.
Ce n'est pas qu'une Mais question... comment se retrouver lorsqu'il y a l'insécurité, lorsqu'on ne peut pas se retrouver? Non, je veux dire, par exemple, la classe politique, le Premier ministre, par exemple, il peut créer les conditions pour pouvoir échanger véritablement avec la classe politique et la société civile afin qu'on puisse juguler cette question-là. À la place, par exemple, des assises nationales de la refondation, et bien entendu, il peut rencontrer la classe politique et la société civile pour qu'on discute véritablement de cette question-là. Parce que nous avons remarqué qu'à chaque fois que le... Donc ce n'est pas fait, jusque-là, ce n'est pas fait. Non, il y a eu des rencontres, hein, mais généralement, on a remarqué que ces rencontres-là se transforment, c'est-à-dire qu'en meeting du M5, quoi. Quand les responsables du M5 prennent la parole, ils sont applaudis, mais quand il y a des voix discordantes, on constate que les gens sont hués dans la salle. Or, la situation est extrêmement grave et il faut sortir justement de ces meetings-là et faire face à la dure réalité. En ce moment-là, rencontrer les responsables politiques et la société civile pour qu'on parle des vraies questions de ce pays-là. Voilà notre préoccupation. Donc pour nous, pour juguler la question sécuritaire, la solution n'est pas que militaire. Donc il faut voir, c'est-à-dire que les solutions endogènes, il y a des mécanismes qui ont été utilisés dans ce pays-là pendant des années et des années pour résoudre les questions sécuritaires. Et je pense qu'il faut revenir justement... Concrètement, c'est quoi ces mécanismes-là? Les mécanismes, il faut dialoguer. Il faut dialoguer avec qui? Il faut dialoguer. Les groupes armés terroristes? Entre nous maliens, parce qu'il faut travailler par exemple pour détacher, c'est-à-dire que les djihadistes maliens, des djihadistes étrangers par exemple, ça peut être une solution. Mais au-delà de ça aussi, il faut travailler pour reconstruire notre outil de défense. Parce qu'en réalité, sans une armée bien formée, bien dotée, bien équipée, et en même temps une cause pour laquelle on se bat. Parce que moi, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que la cause Mali vaut la peine, c'est-à-dire que pour qu'on se batte pour elle? Il est extrêmement important qu'on mette sur la table la question idéologique. Ça veut dire quoi? Le réarmement moral est nécessaire pour pouvoir sauver ce pays-là. Mais les politiques doivent donner le ton. En réalité, si on veut que les militaires suivent, ça veut dire quoi? Les leaders politiques doivent donner le bon exemple. Okay. Si l'exemple est là, je pense que les militaires aussi, c'est-à-dire qu'ils vont mouiller le maillot. Alors, pour vous, la solution sécuritaire, elle ressemble à quoi? La solution sécuritaire, d'abord, elle ressemble à ce qu'on puisse avoir une armée républicaine. Ce que moi je déplore et ma plus grande crainte est que notre armée est en train de se déverser dans l'administration. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour moi. En son temps, nous avions une armée puissante, respectée de toute la région. Aujourd'hui, nous avons également des jeunes bien formés, mais en qui je dirais qu'il manque un peu de patriotisme, un peu d'engagement, je ne sais pas d'où cela vient. Mais j'aimerais que les dirigeants qui sont là à s'occuper de la sécurité puissent montrer à leurs hommes, eux-mêmes voir de leurs yeux à quel point la situation elle est désastreuse aujourd'hui. C'est vraiment triste de voir que Nyono, qui nourrit quasiment Ségou, qui nourrit Bamako, je dirais à moitié, et qu'on puisse voir des céréales brûlées comme ça. C'est quelque chose auquel nous ne faisons pas face d'habitude. C'est vraiment triste, ça fait mal. Le conseil que je peux donner aux hommes en tenue aujourd'hui, c'est que de répondre aux attentes des Maliens, à la douleur profonde des fils et des filles de ce pays, en montant vers ces djihadistes-là, en allant sécuriser ces hommes-là. Forcément, nous sommes en guerre. Il faudrait que le peuple malien sente que nous sommes en guerre. Mais à Bamako, ici, nous n'avons aucune impression d'être en guerre. Et aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que les djihadistes utilisent les mêmes moyens de communication que nous. Ils arrivent à terrifier, ils arrivent à faire des vidéos, ils envoient ça. Et la population en grand nombre sont en train de quitter les villages. Ils ont été formés et armés. Ils ont été formés et armés. La mission principale d'une armée, c'est d'aller au combat, c'est mourir pour la patrie. C'est cette sensation que moi j'ai envie de découvrir chez un jeune Malien. Aujourd'hui, s'il faut, je suis prêt à accepter à faire une formation, à aller répondre au non. Ce n'est pas parce que je parle devant les médias, mais nous sommes en phase de sursaut national. Et chaque Malien doit répondre à cette aspiration-là. Mais moi, personnellement, j'aimerais voir un de mes chefs de guerre, un de mes principaux colonels au front, occuper le terrain. S'il le faut, il faut le médiatiser. Pourquoi pas assimiler le président? Si aujourd'hui il fait une montée vers Ségou et qu'il installe un camp là-bas avec au moins 2 à 3 milliers d'hommes aujourd'hui là, vous pensez que les Bamako ne vont pas l'applaudir jusqu'à Ségou, nous allons aller le rejoindre, nous allons faire front derrière lui? Mais il faudrait que nos hommes qui sont aujourd'hui chez nous, ce qu'on appelle, on a l'habitude de les appeler dans le rue de Bamako, nos commandos, nos Vandam de Rambo, qu'ils arrêtent de s'installer dans les bureaux. Nous les supplions de sortir des bureaux, nous les supplions d'assurer le peuple d'aller au combat et de encore communiquer. Au fait, cette guerre aussi, c'est de la communication. Il faudrait que le Malien ait l'impression de ce qui se passe sur le terrain, comme à l'époque on faisait avec les journaux de la guerre. C'est important. Merci. Alors, Al-Mahdi Cissé, vous êtes tout de même un homme de terrain aussi, parce que vous, côté, en tout cas au niveau des régions
région du Nord. Vous avez vécu dans ces zones-là et vous avez également beaucoup de parents sur place. Comment est-ce que ça se décrit sur place, la situation sécuritaire? J'interviens beaucoup en tant qu'humanitaire aussi. Moi, les questions, je ne vais pas répondre à ce que mes prédécesseurs ont dit, que je partage totalement. Mais c'est de nous dire que on a l'impression que les Maliens, nous, on n'a pas pris la portée de la menace qui nous guette. Quand on est dans les rues de Bamako, on n'a pas l'impression d'être dans un pays en guerre, où tous les jours des gens meurent. La crise n'a pas commencé maintenant. C'est peut-être que maintenant que Bamako a commencé à sentir. Ils sont menacés. Et depuis 2012, l'armée malienne a des difficultés, il faut le dire. Il y a des questions d'injustice. Il y a des gens qui partent sur le front mal formés, sans formation idéologique et sans équipement. C'est des chairs à canon. Il y a un problème de gouvernance et de justice. Pourquoi les populations écoutent et adhèrent à ces personnes? Et souvent aussi, les populations qui collaborent avec l'armée sont tuées parce que quelque part, en cas de représailles, l'armée ne revient pas pour les venger ou bien se souvenir. Et nous-mêmes, quelle est la style que nous portons à nos soldats? La France dénombre 52 morts plus un mort de plus de manière accidentelle. Mais chez nous, tous les jours, rares sont ceux qui connaissent même les circonstances des décès ou même se réunir un jour sur la tombe de leurs enfants. On ne valorise pas nos martyrs. Le premier 2016 m'a trouvé quand il y a eu l'attaque des événements à Kidal. Il y a eu un jeune brave qui est sorti. Ses camarades l'ont dit de ne pas sortir. Un garde, il est décédé. Mais effectivement, aucun mérite. Le courage seulement qu'il a eu de sortir mourir, il faut que nous célébrons nos héros. Qu'il y ait une place de nos martyrs, qu'il y ait une place de nos peuples. Et puis l'autre chose, les conditions de recrutement. Aujourd'hui, nous sommes un pays, si vous partez à Mopti, ce que nous, je veux dire à nos amis aussi, parce que djihad en musulman, c'est un titre. C'est des terroristes, ce ne sont pas des djihadistes. Le temps du djihad est révolu. Oui. C'est des terroristes, parce qu'en les parlant comme ça, on les valorise. Mais ces terroristes-là, ils utilisent mieux la communication que nos forces armées. Maintenant, aujourd'hui, d'abord, la question de l'information est importante. Et très souvent, pourquoi les gens collaborent? Pourquoi nous communiquons mal nos forces armées? Aujourd'hui, c'est vraiment une problématique. Il y a des choses sur lesquelles peut-être nous n'avons pas autorité à en parler. Mais il y a un signal fort qui est en train d'être donné. Aucune armée au monde ne viendra faire la guerre à notre place. Donc faisons confiance à nous-mêmes. Et ici à Bamako, dans nos comportements, ayons une pensée à ceux qui se battent et qui meurent pour nous. Et dans les recrutements futurs ou qui vont venir, tenir compte de la géostratégie. Un militaire malien au combat doit pouvoir parler au moins 3 ou 4 dialectes. Vous ne pouvez pas être un militaire qui ne parle pas Bambana, Kampel, Tamashek, arabe, alors que les autres, ils utilisent des canaux de communication qu'ils utilisent contre nos militaires. Et puis il y a l'indiscipline dans l'armée. Certains, il suffit qu'il y ait le petit coup, ce n'est pas tout le monde, pour qu'ils prennent le téléphone pour appeler leurs parents. Une armée sérieuse, c'est la discipline. Il y a des cas où il y a eu des désertions, certains laissent leur position pour fuir et exposer certains. Ceux qui résistent réellement, il faut leur donner les mérites de la bravoure. Ceux qui faillissent et qui mettent la vie des autres en cause, il faut appliquer la loi martiale. L'armée doit avoir ses règles de fonctionnement et on n'a pas d'autre chance que l'armée malienne. Pour nous, nous devons la soutenir, mais au sein de l'armée aussi, il faut que... Il y a beaucoup de questions et beaucoup de choses qu'il faut revoir. Modibo Sanogo, oui. Qu'est-ce qu'il faut revoir au sein de l'armée? Alors, déjà, c'est avec tristesse que j'ai appris l'inquiétante dégradation de la situation sécuritaire dans le cercle de Nyono. On peut dire aujourd'hui, alhamdoulilah, l'armée a pris l'ascendant sur les assaillants. Alors, il y a un grand paradigme à ce niveau. Sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup d'informations, comme quoi c'est l'armée qui a attaqué les populations. Parfois, c'est dans la ville de Nyono, parfois, c'est à quelques kilomètres de Nyono. Alors, en réalité, l'armée a besoin d'un soutien populaire. L'animosité croissante entre les différentes factions doivent cesser. Comment est-ce qu'elle pourrait
L'armée, comme je l'ai dit, l'armée a surtout besoin d'un soutien. L'armée a besoin d'être accompagnée. En réalité, d'après mes informations, il y a un manque de communication. Ils ont donné surtout la mauvaise information. Rien ne s'est passé à Nyono. En réalité, c'est à 40 km de Nyono, dans la commune Mariko, un village Bouakiwere. Donc l'attaque s'est passée là-bas. Dans le village, il y a les chasseurs d'Onso qui s'occupent de la sécurité. Et aux alentours, c'est l'armée malienne. L'armée malienne a eu l'ascendant sur les assaillants. Il faut le dire pour ceux qui ne le savent pas. Les terroristes, oui, bien dit. L'armée malienne a eu l'ascendant sur les terroristes dans la zone. Donc c'est les Dosso qui contrôlent, qui sécurisent les populations à l'intérieur. Mais comment est-ce que l'armée va arriver à jouer pleinement son rôle? Alors, c'est bien. Pour que les Dosso retournent dans... Alors, l'armée doit être informée, je pense bien, pour qu'ils intensifient la sécurisation dans la zone. Au lieu de rester seulement que dans les alentours ou se dire que c'est là-bas se trouvent les bastions des terroristes, venez dans la ville et faire des patrouilles tout le temps. Parce que ces djihadistes, comme vous le savez très souvent, 2-3 personnes se déplacent en moto, viennent casser, brûler des choses, après ils disparaissent. Ce n'est pas qu'on sait exactement où ils sont ou qu'ils sont là ponctuellement en train de bloquer la route. C'est quand même qu'ils contrôlent des villages entiers, on connaît les zones. Je ne pense pas. Ce n'est pas le cas dans le secteur du Nyono. Ils ne contrôlent pas le village en réalité. Les villageois ont décidé de sortir parce que les terroristes ont demandé aux villageois de sortir. Et de l'autre côté, les chasseurs d'Onso ont demandé aux villageois de ne pas quitter. Alors c'est un peu ça la complication. L'armée peut intervenir, baliser vraiment le terrain. Du moment que les populations, les villageois ont peur des groupes armés terroristes, donc appliquent souvent même la charia, ils reviennent, ils ont des points focaux au niveau de chaque village qui les informent qu'il bon, y a telle chose qui arrive, il faut gérer. Même quand il y a des problèmes de justice, ils font appel, ils interpellent les groupes armés terroristes directement au lieu d'aller vers l'État. C'est ça aussi le contrôle. Le contrôle, ce n'est pas simplement physique. L'armée doit... Est-ce que ce n'est pas un problème pour toi, Amadou Sanabo? C'est surtout un problème de communication. La communication. L'armée doit avoir la bonne information. Et le monsieur a souligné un point. À chaque fois que quelqu'un signale l'armée et qui intervient, après les représailles, c'est sur cette personne-là. Alors l'armée doit rester là-bas permanemment pendant un temps jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a vraiment la sécurité dans la zone. Que les personnes qui dénoncent les terroristes soient en sécurité. Comme ça, les choses pourront aller de mieux en mieux. Ok, merci beaucoup. Alors, Sidi Touré, on a tous dit que bon, voilà, il faut que l'armée malienne soit responsable, en tout cas, puisse jouer pleinement son rôle. En même temps, les autorités de la transition nous disent, bon, attention, la France est en train de nous abandonner, entre guillemets, en plein vol. Est-ce qu'il n'y a pas quand même contradiction à ce niveau-là? Bon, moi, je pense qu'il y a une chose qu'on doit tous intégrer. La question sécuritaire est une question qui ne se sous-traite pas. Un État sérieux est un État qui ne sous-traite pas sa sécurité. Il faut que cela soit clair. Cette crise-là, la leçon que chacun d'entre nous doit tirer, c'est que dorénavant, les Maliens doivent compter sur eux-mêmes. Et non sur les Russes, par exemple. Que ce soit, toutes les grandes puissances ont pratiquement les mêmes comportements. Que ce soit les Russes, les Français ou les Américains, les grandes puissances sont là pour leurs propres intérêts. Et il faut que les Maliens aussi apprennent à défendre leurs intérêts. Pour la sécurité du Mali, on ne peut compter que sur les fils du Mali. Maintenant, les autres peuvent venir en appoint. Ça veut dire que le leadership doit revenir au Mali. C'est le Mali qui doit déterminer, c'est-à-dire que les stratégies et les tactiques pour pouvoir sauver ce pays-là. Parce que même si vous faites appel à des Français ou à des Américains, à des Russes, mais ils viennent dans l'optique de défendre leurs intérêts. Maintenant, nous, on doit travailler, c'est-à-dire que pour avoir une armée nationale. Est-ce qu'actuellement, seule l'armée malienne peut faire face pour le moment, seul on ne peut pas. On a besoin justement, c'est-à-dire que de tous nos partenaires. Nous traversons un moment extrêmement difficile et actuellement, on a quand même besoin de tous nos partenaires pour pouvoir sortir de cette situation-là. Partenaires français, russes. Tout le monde. Le Mali a le droit de signer des accords avec n'importe quel État. Sauf des mercenaires. N'importe quel État. La preuve. Lorsque M. Tchéblin Dramé était ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui a réveillé la coopération entre le Mali et la Russie. Et c'est après que le ministre de la Défense, M. Daourou, lui a embattu le pas. Et il y a eu des accords qui ont été signés entre le Mali et la Russie. Nous ne sommes pas contre qu'il y ait des accords entre des États. Entre des États. Okay. Mais maintenant, c'est-à-dire que la question des mercenaires, généralement, c'est une question extrêmement compliquée.
Et ce n'est pas des gars très très sûrs. Peut-être aussi c'est l'État russe. Hein, non, ce qui est sûr, nous on veut coopérer avec l'État russe. Okay. Coopération d'État à État, pour nous il n'y a pas d'inconvénient. Et on ne peut pas nous empêcher justement, c'est-à-dire que de vouloir coopérer avec tel ou tel État dans le but de défendre nos intérêts. Mais ce qui est sûr et certain, à partir de cette crise-là, la question l'enseignement qu'on doit tirer, c'est que la question sécuritaire est une question qui ne se sous-traite pas. La preuve, les Américains aujourd'hui, ils ont le budget militaire des États-Unis pratiquement, c'est le budget annuel de la France. Donc ça veut dire quoi? Ils ont compris que en réalité, pour pouvoir se défendre, on ne peut compter que sur soi-même. Et au Mali, c'est une dimension que tout dirigeant dorénavant doit intégrer. Parce que seuls les fils du Mali sont capables de mourir pour la cause du Mali. Mais si on veut faire appel, c'est-à-dire à des étrangers, surtout des mercenaires, des gens, c'est-à-dire qui vont être payés d'abord avant la guerre, bon, la question que je me pose maintenant, s'ils se retrouvent de l'autre côté, si les ennemis, par exemple, du Mali, c'est-à-dire qu'ils les payent mieux que le Mali, est-ce qu'ils ne vont pas trahir le Mali? Mais si c'est un fils du Mali, imbibé des valeurs maliennes, il va se battre pour la cause du Mali. Donc moi, je crois foncièrement à l'armée nationale. Et je pense qu'il y a des hommes et des femmes bien formés dans notre armée qui peuvent défendre ce pays-là et les autres ne peuvent venir qu'en appoint. Ok, alors Guindo, rapidement, pour vous, est-ce que le retrait progressif de la force Barkhane et sa transformation en tenant compte des nouvelles dimensions, notamment européennes, je pense qu'il y a la force Takuba qui va arriver ou qui est déjà sur place, comment est-ce que vous êtes en train de percevoir cette transformation de l'opération Barkhane et cette nécessité pour le Mali aussi de diversifier ses partenariats stratégiques? Tout d'abord, ce que j'ai remarqué par rapport à cette situation est que nos autorités ne sont pas restées en marge de ce retrait. D'après les informations que nous avons reçues de la part de la France, nos autorités en ont été informées. Et qu'est-ce qu'ils ont préparé pour l'après-retrait du Barkhane? C'est juste que là, nous, simples citoyens maliens, nous n'avons écho nullement de cela. Et ce qui est inquiétant, en ces périodes-là, moi, je ne suis pour aucun divorce diplomatique ou aucun divorce partenariat. Il faudrait qu'on reste avec tous nos partenaires. Il faudrait qu'ensemble, ces partenaires puissent nous venir en aide, c'est-à-dire faire en sorte que l'armée puisse d'abord se repositionner aux positions occupées avant que ces forces-là ne procèdent au retrait. Aujourd'hui, nous avons eu 5 présidents qui ont été porteurs d'uniforme, donc du moins 5 dirigeants maliens qui ont été des porteurs d'uniforme, de Moussa Traoré, ATT, Sanogo, et Assimi, Bandao. Et chacun d'eux a d'abord dit volontairement et de façon précise avec les chefs d'armée que la sécurité malienne revient d'abord aux forces armées maliennes. C'est-à-dire que notre sécurité, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Mais cette manière de le faire, qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent? Pourquoi nos partenaires ne sont pas là? En fait, le regard citoyen est différent du regard des dirigeants. Il faudrait que les gouvernants puissent rassurer les gouvernés, leur dire qu'il y a telle situation, même si tout ne se dit pas, mais le BABA doit se dire. Et aujourd'hui, est-ce que l'armée malienne est prête au retrait total de Barkhane et avant d'abord la mise en place de Takuba et d'autres partenaires? Et ce qui en est il faut qu'il parte pour qu'on soit, il faut qu'il parte. Je sais pas. Au fait, il faut un remplacement stratégique. Au fait, moi, je voudrais qu'aujourd'hui, si Barkhane se retire et qu'on nous dise déjà que c'est l'armée malienne ou telle unité, par exemple, Waraba qui se trouve à ce niveau-là et Barkhane a quitté. Ça, je suis sûr. Mais aujourd'hui, Barkhane quitte, je n'ai écho de rien qui se passe. Et bon, forcément, c'est inquiétant. Il y a ce point. L'autre point, c'est que la venue de Wagner m'a beaucoup inquiété. Deuxième point concernant Wagner. Je conseille fortement à nos autorités de traiter avec l'armée russe réelle que de traiter avec des mercenaires. En fait, les mercenaires, sinon les sociétés de sécurité privée, partout où ils ont été dans le monde, après il y a eu des dégâts, après il y a eu des exactions, après il y a eu tout ce qui est désolation. En Centrafrique, je pense que la situation c'est si j'ai bonne mémoire, il y a de cela 2 semaines, nous avons eu écho des rapports face à des exactions qui ont été commises en Centrafrique. Est-ce que le Mali est prêt encore à aller faire face à ces mêmes exactions? Parce que je me rappelle, il y a une certaine époque, l'armée même a été taxée d'exactions sur le peuple malien et ça a fait beaucoup plus de bruit. Donc vraiment, je ne voudrais pas qu'on applaudisse Wagner aujourd'hui et demain qu'on est sur nos larmes comme cela s'est fait avec la France.
Donc il faudrait qu'on pense réellement nos accords, qu'on dégage les canevas et qu'on ait au moins une feuille de route, un contenu en dehors duquel nos partenaires ne peuvent pas sortir. Je pense que c'est primordial. Alors, Al-Mahdi Cissé, vous avez certainement compris que la diversification des partenariats, c'est quelque chose de partagé avec vos co-débatteurs. Comment est-ce que vous êtes en train de lire cette nouvelle stratégie des autorités de la transition? Merci beaucoup. Pour moi, la question elle est importante, quoi. Dans toute chose, il doit y avoir une ligne rouge. On ne laisse pas un colonisateur et aussi s'embrasser dans les bras d'un autre. Que ce soit les Russes, le Mali doit être un État souverain qui doit contracter avec tout le monde pour des questions de souveraineté. Ça, c'est une question fondamentale. Maintenant, que ce soit les Russes, Wagner ou tout autre partenaire, il faut un cadre et ne pas fixer les lignes rouges. Nous sommes des alliés et non des alignés. Alors le simple fait de contracter avec Wagner, est-ce que c'est pas aussi est-ce que la ligne rouge n'est pas ce niveau? Bon, dans ce contexte, il y a eu beaucoup de choses qui se disent. Officiellement, en tout cas jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas eu acte pour dire qu'officiellement ils ont contracté. Mais ce qui est sûr et qui nous, en tout cas moi, ça nous rassure, c'est qu'il y a ça n'a pas été démenti? Non, peut-être. C'est qu'il y a un grand corps malade. On a fait une thérapeutique pendant 8 ans qui n'a pas marché. Maintenant, si Wagner est une thérapeutique qui nous soulage pour nous remettre sur béquille et marcher, on va accepter parce qu'aujourd'hui, on a trop souffert. Mais il faut quand même que ce soit dans un cadre où les intérêts du Mali ne soient pas lésés, dans le cadre aussi des droits humains. Ok. Modibo Sanogo, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette nouvelle impulsion donnée par la transition, le gouvernement 2 de la transition, qui est de diversifier les partenariats, qui est de faire recours aussi à des partenaires comme les Russes? Bien. Baba, faire la politique et avoir peur de la vérité, c'est être inconséquent. Moi, je ne suis pas inconséquent. Ils disent venir nous protéger, ils forment, ils arment et ils manipulent contre un régime. C'est le cas du MNLA. Je viens s'il te plaît. Il c'est qui d'abord? Je viens s'il te plaît. C'est le cas du MNLA qu'ils ont formé, la force Barkhane, qu'ils ont manipulé, qu'ils ont armé contre le régime. Non, c'était en 2007-2016, il y avait une unité antiterroriste au sein du MNLA qui était formée vers Kidal pour combattre les groupes armés terroristes dans l'Adra des Ifoga. C'était un moment donné de l'histoire de l'intervention française. Ils ne sont pas d'accord avec. Et les autorités à l'époque ne s'étaient pas opposées, à ce que je sache. Oui, les autorités à l'époque ne se sont pas opposées. Mais il faut admettre aussi qu'à un moment, ils ont collaboré avec les ennemis du Mali. Et le monde a changé. L'Afrique même a changé. Les choses ont évolué. Le monde se trouve aujourd'hui dans nos salons et dans nos poches à travers nos téléphones portables. Le contrôle de l'action gouvernementale se fait non seulement par le Parlement, mais également c'est du ressort du peuple. Il faut comprendre ça. Donc les sournoiseries, les tromperies, les duperies ne marcheront plus. La France est responsable. La France est responsable du chaos malien. Mais ils nient aujourd'hui, comme ils ont nié hier, leurs responsabilités face au génocide rwandais. Ils nient aujourd'hui, comme ils ont nié hier, leurs responsabilités face au massacre en Algérie. La France est responsable. Un jour, ils feront le mea culpa du Mali, Inch'Allah. Est-ce que la France est responsable de ce qui se passe au Mali actuellement? Baba, je ne vais pas me répéter, je pense l'avoir dit. Vous avez parlé de communication, d'un problème de communication, par exemple le cas de Nyono. Oui. Voilà. Est-ce que c'est la France? Le problème du Nord, la France est en partie responsable, très responsable. Est-ce que c'est la France qui est responsable du manque de communication, par exemple à Nyono, dont vous avez parlé? Baba, ils n'ont jamais été reconnaissants, même envers nos tirailleurs à Tiaroui. Oui, vous comprenez. Maintenant, le problème... C'est différent. Oui, différent. Non, on est dans... je viens s'il te plaît. On est en 2021. Je viens s'il te plaît. En juin, okay. ils ont annoncé unilatéralement que la force Barkhane va se retirer du Nord. Donc, de plus de 5000 hommes, ils vont réduire ça à 3000. Ouais. Et récemment, nous avons vu effectivement... récemment, nous avons vu... Non, mais il faut finir la phrase. Pourquoi? Pour redéployer ailleurs. Pour permettre le redéploiement de l'armée malienne
et de façon oui, mais progressive. tout de même, c'est une décision unilatérale, messieurs. Tout de même, c'est une décision unilatérale. Et actuellement, ils sont en train de faire les transferts avec la MINUSMA. La MINUSMA et les forces précomposées. Avec Bandao. J'ignore cette information, monsieur Maïga. Mais de toute façon, est-ce qu'il faut aujourd'hui pointer du doigt la France et oublier les problèmes? Le problème actuellement ne se trouve même pas à Kidal, mais en réalité dans les régions de Liptako-Gourma, la frontière entre le Mali, le Burkina, le Mali en fait partie. Le Mali, le Burkina et le Niger, exactement. Donc la zone des trois frontières, le problème se trouve là-bas. Et on parle très souvent du changement climatique comme cause. Alors on va faire le topo. Est-ce que Kidal... Non, en fait, vous ne me laissez pas terminer. Vous me laissez pas terminer. Est-ce qu'il n'y a pas de problème ne posez pas une autre question dans une question, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Pour permettre aux téléspectateurs de comprendre ce que vous dites. C'est juste moi, je dis actuellement, il n'y a pas de problème à Kidal. Le problème se trouve plutôt dans la zone des trois frontières. Exactement, dans la zone des trois frontières. Tout ça. Oui, nous exactement. savons qu'il y a des problèmes. Mais pas à Kidal. Et l'armée malienne a bien évidemment besoin de diversifier les partenariats et intensifier les actions dans la zone pour diminuer le terrorisme. On parle de l'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ont fait des alliances de circonstances pour combattre. Et là, nous avons besoin de d'autres partenaires pour faire face à cette situation. L'argument sur lequel l'insécurité jusqu'au centre, ensuite au sud du Mali, est un argument qui ne tient pas. Le problème, c'est dans la zone des trois frontières. Le problème, c'est surtout dans la zone des trois frontières. Sidi Touré, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Tu me coupes beaucoup. Non, laisse-moi terminer. Il y a à peu près 2 semaines quand même, sur l'axe Bamako-Dakar, il y a des chauffeurs mauritaniens et des chauffeurs marocains qui ont été attaqués. Il y a 5 militaires maliens, paix à leur âme, qui sont décédés. Ça, c'est des faits qu'on ne peut pas nier. Il y a, quand vous prenez dans la zone de Nara, il y a des travailleurs chinois qui ont été enlevés. Quand vous prenez dans la zone office du Niger, à Dogofri, à Songo et à Farabougou, mais personne ne peut nier qu'il y a l'insécurité. Le problème, il faut qu'on regarde la réalité en face et dire les choses telles qu'elles sont, malgré la présence du Seigneur du jour. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la situation se métastase et personne ne peut le nier. La sécurité la question sécuritaire a commencé par le nord, la situation s'est déplacée vers le centre et aujourd'hui, pratiquement, c'est tout le pays qui est concerné. Donc, regardons la réalité en face et apportons les solutions qu'il faut. Pour nous d'abord, la solution est malienne. La question sécuritaire du Mali relève en premier lieu des Maliens. Donc nous devrons prendre le leadership de cette affaire-là et quitte à nous maintenant de faire appel à d'autres États qui peuvent nous aider à sortir de cette situation-là. Donc il faut cesser à tout moment de mettre, c'est-à-dire que la responsabilité sur l'autre. Donc moi je suis de cette école-là, selon laquelle tout ce qui m'arrive d'abord en premier lieu, je suis le premier responsable. Alors par rapport à la question de la responsabilité, aujourd'hui, votre organisation Songo Chavara Bato, c'est une organisation de la société civile. Quelle est votre contribution à cette situation sécuritaire-là? Merci beaucoup. La situation est assez complexe. Parce que nous, ce qui nous inquiète, je ne suis pas d'accord que la sécurité soit déléguée à des milices, fût-elles locales, nationales ou privées. Parce qu'une milice, tôt ou tard, il y aurait des exactions. Deuxième chose, l'inquiétude, c'est que le Mali est en train de se détricoter. Chaque communauté se défend. Ça ne construit pas une nation. La deuxième chose, il ne faut pas oublier le rôle de l'Algérie. Le nord du Mali, c'est le sud de l'Algérie. On est dans une question de stratégie où il y a aussi des tensions entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est ainsi la diplomatie, chacun veut. Et c'est un bon moment pour l'État du Mali de défendre ses intérêts. Parce qu'au nord du Mali, il n'y a pas que du banditisme, mais il y a une exploitation d'or et une floraison de sites miniers
Dans le gourmand de l'Aoussa, qui sont exploités par des gens qui ne viennent même pas de notre sous-région. Vous y retrouvez des Soudanais, des Syriens, et beaucoup de choses. Inanil, c'est une plaque internationale de contrebande. Et si on ne coupe pas ce qu'on appelle les passerelles de la drogue, du terrorisme, on va toujours continuer à voir. Parce que ce que vous oubliez, j'aimerais que nos téléspectateurs le sachent, aujourd'hui, dans cette situation de chaos, on a les acteurs visibles et puis il y a d'autres sous-acteurs qui tirent les ficelles et qui profitent du chaos, qui viennent dans nos territoires sans visa, qui exploitent nos minéraux et qui prennent même en otage nos populations. Le site de Ndahaka, ceux qui tiennent les sites en sécurité ne sont pas de Maliens. Eux, ils ne rentrent pas dans le trou, mais ils demandent à ceux qu'on les paye, sinon ils vont vous expulser ou bien vous allez vous confier à eux pour votre sécurité. Et nous avons beaucoup de ressources. Les Russes, demain, qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils vont avoir notre carte minière? Ils étaient les premiers avec la Sonaram à travailler sur les sites miniers au Mali. Et il y a du gaz au nord, il y a beaucoup de richesses. Donc pour nous, je suis d'accord avec tous les autres sur cette question, l'État du Mali doit défendre ses intérêts à court, moyen et long terme. Il ne faut pas que pour une question passagère, on prend une aspirine qui nous soulage, mais ça deviendra une addiction demain dont on ne peut pas se passer. Moi, c'est un peu l'inquiétude qu'on veut dire. On va finir avec ce débat avec ce dernier sujet qui concerne notamment la publication, la présentation des rapports annuels de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. 6 personnes seraient concernées, 6 personnes auraient bénéficié dans leur compte bancaire de 2 milliards 588 millions de nos francs CFA. Il y a un ministre, il y a des inspecteurs, des contrôleurs qui sont concernés. Il y a également eu une étude sur la déontologie des agents publics du Mali. Sidi Touré, c'est une question très très importante qu'on va essayer de débattre un peu là-dessus. Vous, quelle est votre perception, votre impression sur ces rapports-là? Bon, ces rapports prouvent tout simplement que la corruption est une réalité dans notre pays et elle mérite d'être combattue avec la dernière énergie. Parce que pour nous, la gouvernance est la première infrastructure d'un pays. Un pays qui est mal gouverné est un pays qui va connaître des problèmes sécuritaires, des problèmes liés à l'éducation, des problèmes liés à l'emploi. Donc, il faut combattre la corruption par tous les moyens. Le cancer de notre démocratie, c'est la corruption. Donc, ça veut dire quoi? Des fonctionnaires qui ont été mis à des responsabilités profitent de leur position pour pouvoir manger les deniers publics. C'est quelque chose qui est inacceptable en République. Mais, pour nous, au Parena, il faut un certain nombre de choses quand même dans la lutte contre la corruption. Notamment, la présomption d'innocence doit être respectée. Le principe du contradictoire doit être respecté. Cette lutte contre la corruption ne doit pas être sélective ni politique, bien entendu, mais il faut la mener sereinement en respectant toutes les procédures. On n'est pas contre la lutte contre la corruption. Au contraire, on a été parmi ces partis politiques-là qui ont dénoncé tout ce qui s'est passé, bien entendu, sous le régime d'Ibeka en matière de lutte contre la corruption. À l'époque, on a été taxé de tous les noms d'oiseaux, mais aujourd'hui, on constate que même les dossiers sur lesquels la justice planche, au départ, c'est le Parena qui a été le premier justement à mettre l'accent justement sur ces dossiers. Justement, quand vous dites le combat contre la corruption ne doit pas être sélectif, ne doit pas être politique, vous entendez quoi par là? Non, ça veut dire quoi? Il faut simplement que cette lutte contre la corruption-là concerne tout le monde. Toutes les personnes qui sont impliquées, de près ou de loin, doivent répondre de leurs actes devant la justice. Mais il ne faut pas se servir de la justice pour éliminer des adversaires politiques. Voilà ma préoccupation. On n'est pas contre la lutte contre la corruption, mais elle doit être menée à tous les niveaux. Toutes les personnes qui sont impliquées doivent rendre compte au niveau de la justice. Ok, Monsieur Guindo, au niveau de ADP Maliba, est-ce que vous travaillez sur la question de la lutte contre la corruption parce que vous aspirez quand même à diriger ce pays-là? Nous menons d'abord une lutte implacable contre la corruption, tout ce qui est gabegie financière, tout ce qui est abus de deniers publics. C'est extrêmement important.
Avec ce rapport-là, nous avons observé que 6 personnes à eux seuls ont pu détourner 2 milliards de CFA. Ça fait combien de forages? Ça fait combien de structures sanitaires dans les localités? C'est extrêmement dangereux. Moi, surtout au niveau d'ADP Maliba, nous travaillons sur quelque chose qu'on appelle la petite corruption. Elle est également importante, elle se passe chaque jour sous nos pieds, au niveau de nos agents de sécurité, au niveau de nos médecins, de nos aides-soignants, dans les petits marchés, et même les petites augmentations du tarif quotidien sont extrêmement dangereux. C'est d'abord ça la petite corruption, elle touche automatiquement et directement la population. Donc il faudrait réfléchir à un mécanisme, nous l'avons déjà produit chez nous, pour pouvoir lutter contre ces petites fraudes-là et ces petits abus de confiance. Avec quels moyens? Avec une veille citoyenne d'abord. Au fait, il faudrait que le citoyen malien puisse comprendre que c'est lui d'abord qui compte, que c'est lui l'État. Et que à chaque personne, on peut apporter un changement. Chaque personne est un facteur de développement. Aujourd'hui, si je me fais d'abord, je dois payer une contravention face à la police, il faudrait que j'accepte de plein gré d'aller d'abord payer cette contravention, d'avoir un reçu, qui est de donner un 2000 francs, 3000 francs à un policier. Je pénalise mon voisin qui n'a peut-être pas cette capacité de payer et que sur moi, son infraction ne lui coûte que 500 à 300 francs. C'est extrêmement dangereux. L'autre point est qu'il ne faudrait pas qu'on laisse l'occasion aux fonctionnaires de voler. On ouvre Comment s'y prendre? Comment s'y prendre d'abord? On doit revenir en arrière. Il faut d'abord, comme je le disais, il faut une sursaut nationale. Il faudrait d'abord, dans nos maisons, dans nos écoles, qu'on essaie d'inculquer à nos enfants encore les valeurs républicaines, les conduites en société, les conduites dans l'administration. Hier, on avait peur d'avoir un parent taxé de voleur ou de grand bandit de l'État. Aujourd'hui, c'est une fierté. Et c'est cela qui est triste. Il faudrait également, la justice a un rôle à jouer. Je dirais que nos juges et nos magistrats, si je me permets de le dire, soient indépendants. Et que je les invite. Ils le sont vraiment? Ils le sont vraiment. Au fait, il y a certaines fonctions dans lesquelles nous sommes indépendants. Nous n'avons pas besoin de chercher nos légitimités. Un magistrat n'a pas besoin de chercher sa légitimité ailleurs. Un policier tout autant n'a pas besoin de le faire. Donc il faudrait qu'eux-mêmes ils prennent acte de ces choses-là, qu'ils punissent les gens. Surtout avec la nouvelle loi qui peut permettre de récupérer les biens. Il faudrait qu'on récupère assez de biens pour pouvoir soulever l'État. Nous ne manquons pas des moyens, mais nous manquons de la manière de faire. Merci beaucoup. Alors, Madi Cissé, dans ce même rapport de l'OCLEI, il est indiqué qu'à un moment donné, un directeur général de l'INPS a perçu plus de 54 millions de francs CFA. Comment est-ce que vous le comprenez, cette situation? Bon, je ne suis pas surpris, mais cette situation dénote une certaine effondrement de nos valeurs morales. À un moment donné, nous tous, dans notre subconscient, nos griots chantent le voleur. Sous la Première République, les gens avaient peur de voler. Sous la Deuxième République, non, honte de voler. Les gens avaient peur de voler. Maintenant, les valeurs, c'est quelqu'un qui a une V8, qui est bien... Il y a des gens qui se marient 2 semaines après, ils se retrouvent en prison, mais ça n'émeut personne. À mon avis, il faut qu'on revienne à des fondamentaux de base. Ton enfant, on doit être des repères dans chaque famille. Mais un père voleur, quelle référence tu veux laisser à ton fils? Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a des gens qui ont la fonction publique. Ils ont triché pour avoir la fonction publique. Ils n'ont aucune formation d'éthique. Et le dernier public, il y a des postes, les gens payent de l'argent pour l'avoir. Ça passe. Donc, ce que nous constatons, ce n'est que je salue de passage le travail du parrainage à un moment donné. Vous avez été lanceur d'alerte sur beaucoup de questions de lutte contre la corruption, mais ça ne suffit pas. Il faut que chacun d'entre nous, le citoyen malien, qu'on le reformate. Moi, ma proposition, où je dépiste, d'abord, les escaliers, on les nettoie par les sommets. Très souvent, nos chefs ne donnent pas, ou nos leaders ne donnent pas le bon exemple. Les gens profitent de leur position pour faire des choses en complicité avec d'autres. S'il n'y a pas la justice sélective de 2 poids, 2 mesures aussi, comme mon frère Touré l'a dit, ou juste pour régler des comptes, ça ne règle pas aussi, au fond, le problème. Il faut sanctionner, mais il faut aussi célébrer les mérites. Je me rappelle d'une anecdote d'un directeur d'académie de Koulikoro qui a fait retourner de l'argent au trésor parce qu'il n'a pas exploité, mais c'était l'émoi au sein de son entourage, parce que certains disent qu'il est maudit, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça, mais au contraire, il devait à l'époque être félicité. On ne peut pas sanctionner seulement, mais il faut aussi mériter les fonctionnaires propres, les récompenser. Et enfin,
Aujourd'hui, on est dans une phase très critique. Il ne faut pas que ce soit des actions trompe-l'œil, sans suite. Il y a eu beaucoup de rapports. Moi, je me perds dans nos différentes structures de contrôle. Vérificateur général, OCLEI, mission de Casca et autres. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une seule structure véritable. Et ceux qui ont pris l'argent, qu'ils aient la présomption d'innocence, le principe du contradictoire, et puis l'argent là, on en a besoin pour récapituler. On n'a même pas besoin. Un fonctionnaire milliardaire, on sait ce qu'il gagne en début, fin. Maintenant, si c'est un opérateur économique, on peut connaître la petite corruption. Peut-être vous et moi, nous sommes tous acteurs. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ton dossier ne passe pas si tu ne donnes pas. C'est devenu de la mentalité. Et là encore, il faut revenir à des fondamentaux. Vraiment, si on ne prend pas garde, et puis les questions d'injustice, de terrorisme sont aussi nourries par les questions de justice sociale dont la corruption en est le maître. Okay, merci beaucoup. Modibo Sanogo, oui. Par rapport à ces deux rapports-là qui quand même épinglent les hautes personnalités de ce pays-là. La corruption au Mali, ce n'est pas une histoire apprise à l'école ou par voie orale, c'est du vécu. Nous voyons tous ça. Et honnêtement parler, une unité pour 10 personnes, si 5 personnes mangent ça, il y aura 5 autres personnes qui resteront sans unité. Et ça, c'est inacceptable. Maintenant, très souvent, on voit que même avant, le vérificateur général donne tout le temps son rapport. Mais nous voulons voir la suite. Que ça a été donné, que ces personnes soient traduites devant la justice. Et s'ils sont reconnus coupables, ben, qu'ils payent les crimes qu'ils ont commis. Parce que quand un montant atteint des milliards, je me dis que ça, c'est vraiment un crime. Ça, c'est inacceptable. Dans un pays où le SMIC ne dépasse pas 45 000 francs, comment on peut avoir des milliards étant fonctionnaire? C'est honnêtement inacceptable. Et par rapport aux structures qui sont chargées de veiller à ça, je me dis honnêtement que c'est trop. Il y a l'OCLEI, il y a Casca, vérificateur général. On peut essayer de concentrer. Est-ce que Modibo Sanogo, ce n'est pas à cause du fait que les salaires, les salaires sont peut-être bas? Oui. Est-ce qu'il y a ces points à souligner. Honnêtement parler, le salaire n'est comparé les salaires de fonctionnaires maliens comparés aux autres pays de la sous-région, il n'y a pas match. Et à un moment, donc, ils ont parlé de l'augmentation de... ça ne doit pas être une excuse, honnêtement, okay, pour aller vers la corruption. On va faire un dernier tour de table sur la question et puis... par rapport à ce point, je dirais que avant de parler d'abord du salaire, qu'on peut rehausser, mais d'abord, il faut parler du modèle de malien. Sinon, si j'ai bonne mémoire, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait procédé à l'augmentation de 20%, mais c'est en ces mêmes périodes qu'il y a eu plus de corruption. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question que d'abord nous devons nous poser. Est-ce qu'il y a un problème d'augmentation du salaire? Est-ce qu'il y a un problème de diminution de nos mœurs? Mais il faudrait que nous ayons des institutions fortes. Il faudrait qu'on ait une institution judiciaire apte, flexible, au fait qu'ils puissent aller même dans les retranchements pour pouvoir procéder à l'arrestation, à l'occupation et à la récupération de ces biens mal acquis. Ok, dernière réaction. Non, la lutte contre la corruption est une bonne chose parce que ça peut rassurer les partenaires. Tant qu'il n'y a pas la sécurité juridique et politique dans ce pays-là, mais on ne peut pas attirer d'investisseurs. Or, pour augmenter les salaires, il faut créer de la richesse. Et on ne peut pas créer de la richesse dans un État fortement corrompu. Donc les bailleurs, les investisseurs quand même ont besoin d'être rassurés. Ils sont dans un État où la justice fonctionne normalement. Donc nous pensons que ce processus-là doit continuer. Okay. Voilà, ça doit continuer, ça doit être vraiment une activité de tous les jours. Parce que ce qui est sûr et certain, les gens vont continuer à voler, mais simplement il faut sanctionner. Okay. Voilà comment un État normal doit fonctionner. Merci beaucoup. Mahdi, votre dernière réaction? Ma dernière réaction, c'est que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est bon que les autorités pensent désormais à instituer des enquêtes de moralité pour certains postes de gestion. Et ceux qui volent ou bien qui amassent les biens mal acquis n'ont pas commencé aujourd'hui. Certains même, sans honte dire, ils ont leur poste parce qu'ils ont donné quelque chose pour avoir les postes. Donc les enquêtes de moralité, à notre avis, c'est bon de le faire. Et j'insiste encore, il faut aussi donner des valeurs de mérite à tous les fonctionnaires, à toutes les catégories socio-professionnelles et qu'il y ait une meilleure redistribution des ressources. Nous avons des ressources inéquitablement justifiées. Il y a des gens qui sont restés en quai. Ce n'est pas bon. Okay. Merci beaucoup, Modibo. Oui. Rapidement. Alors, par rapport à la dernière question,
Pour un peu rejoindre également M. Cissé, il faut créer les conditions qui pourraient empêcher un fonctionnaire de voler. Créons tout simplement les conditions. Il n'y a pas question d'équité, de moralité. Même avec ça, tant qu'il n'y a pas les jalons, que la personne sache que quand il atteint ses limites, il ira derrière les barreaux. Là, la personne saura comment se comporter. C'est même dans nos familles, quand un enfant, à la base, quand on laisse un enfant, il n'ira pas de lui-même à l'école. Parfois, il a la flemme d'aller à l'école. Par contre, si la maman est là ou le papa est là, un parent est là pour le pousser, l'enfant sera obligé d'aller à l'école. Et c'est après que l'enfant se rendra compte que les parents ont fait du bien pour lui. Et ça doit être le cas. Même à ces niveaux, on doit avoir des conditions, des barrières à ne pas franchir. Ok, merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup, Modibo Sanogo. Donc, je rappelle que ce débat a pu quand même réunir 4 personnalités importantes, à savoir Sidi Touré, qui est le secrétaire à la communication du parti Parena. Merci beaucoup, d'avoir accepté d'être là avec nous sur Alafia TV. Merci beaucoup. Et nous avons également reçu sur ce plateau Moussa Madani Guindo, qui est le vice-président de la jeunesse du parti ADP Maliba. Merci Moussa. Merci à vous également. Voilà, nous avons ensuite reçu sur ce plateau Al-Mahdi Sissé, qui est le coordinateur de Songo Shawarabato. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous avons également reçu sur ce plateau Modibo Sanogo, qui est le président du mouvement Mali Renaissance. Merci d'avoir accepté notre invitation, chers tous. Et donc, je rappelle que nous avons essentiellement parlé des assises nationales de la refondation prévues pour le mois de novembre. Nous avons également parlé sur ce plateau de la situation sécuritaire à l'intérieur du pays et notamment de la diversification des partenariats avec les autorités de la transition qui proposent cette nouvelle stratégie pour freiner l'insécurité. Et enfin, nous avons parlé des rapports annuels de 2019 et de 2020 de l'OCLEI présentés à la presse ce jeudi. Au revoir, à bientôt. C'est ce qui met fin à ce débat d'Alafia Hebdo.